Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Dans le studio, nous avons Monsieur Césac qui est avec nous déjà positionné ce matin. Monsieur Césac, bonjour. Bonjour à vous. Comment vous allez ce matin? Je vais très bien. Il y a la forme? Oui, ça va. Alors, on va parler de la loi de la récurrence. Oui, aujourd'hui, on va parler de la loi de la récurrence. Ça implique quoi, la loi de la récurrence? Bon, déjà, avant de commencer, il faut dire qu'il y a plusieurs lois qui nous gouvernent ici dans le monde physique. Et l'une de ces lois, c'est la loi de la récurrence. Cette loi de la récurrence, elle implique plusieurs événements qui se produisent dans notre vie de tous les jours. La dernière fois, ici, on a parlé des 3 énigmes du temps. Et on avait dit, par exemple, qu'il faut faire attention aux actes que nous posons aujourd'hui parce que ce sont ces actes qui génèrent notre futur. La loi de la récurrence est une loi mécanique de la nature et qui fait que la vie de l'être humain se répète. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, de la même façon que nous observons dans, on va dire, l'univers, beaucoup de phénomènes qui se répètent, comme le lever du jour, le coucher du soleil, ça se répète de façon mécanique. Ça est un phénomène extérieur, mais c'est de la même façon que dans la psychologie humaine, tous les phénomènes se répètent ainsi. Une personne qui commence par s'étudier, par s'analyser, par s'observer, commence par découvrir dans sa propre vie qu'il y a plusieurs phénomènes qui se répètent constamment. Déjà, sa vie de tous les jours, sa façon d'aller au travail, sa façon de parler aux gens, sa façon de répondre quand on la salue, ce sont des choses qui sont tout à fait mécaniques et qui se répètent. Cette répétition, d'où est-ce que ça vient? Alors, cette répétition, ça vient du fait qu'à l'intérieur de nous, il y a tout un ensemble de personnages. L'être humain doit commencer à se rendre compte qu'il vit, mais en réalité, ses faits et ses gestes sont produits par beaucoup d'autres personnages qui sont à l'intérieur de lui. Ce n'est pas, on va dire, quelque chose qu'on dit comme cela, c'est quelque chose dont on se rend compte sur le terrain de l'auto-observation et de l'expérimentation personnelle de sa propre vie. Quand on regarde sa propre vie, on commence par se rendre compte qu'à l'intérieur de soi, c'est comme s'il y a plusieurs personnages qui ont leur propre façon de voir, leur propre façon de comprendre les choses, leur propre façon d'agir. Alors, ces personnages qui sont à l'intérieur de nous, c'est ça que nous avons toujours désigné ici sous la forme de ce qu'on a appelé les défauts. Les défauts. Oui, on en a parlé. Alors, les défauts, c'est la même chose que les psychologues, ils appellent, les psychologues modernes, ils appellent les moi. On dit un moi. Un moi qui se trouve à l'intérieur de quelqu'un. En fait, c'est un personnage. À l'intérieur, par exemple, d'un voleur, il y a tout un ensemble de personnages voleurs qui sont là et qui lui donnent des idées. Le voleur lui-même, il ne s'en rend pas compte. Mais il y a là, à l'intérieur de lui, un personnage qui trame, qui prépare comment est-ce qu'il peut arracher un téléphone à quelqu'un, qui lui donne des idées selon comment est-ce qu'il peut dérober à quelqu'un quelque chose sans que la personne ne s'en rende compte. Il y a à l'intérieur de lui tout un ensemble de choses qui lui créent des états. C'est comme par exemple chez quelqu'un qui aurait un vice. Quand on a un vice, il y a en réalité à l'intérieur de nous un personnage qui se nourrit de ce vice et lorsque nous ne lui avons pas donné à manger, on va dire, il crée en nous un besoin et une sensation qui fait que si on ne satisfait pas ce vice, on n'est pas en paix. À partir de ce moment, l'être humain devient un esclave de ces nombreux personnages qui sont à l'intérieur de lui. Et ces nombreux personnages ont chacun leur propre compromis dans la vie, ils ont leur propre destin, on va le dire comme cela. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons. Si nous volons quelqu'un, en réalité, à l'intérieur de nous, il y a ce fameux personnage du vol qui vient de créer une situation avec une autre personne externe. Cela ne finira pas comme cela. On vient de se lier comme, on va dire, dans un pacte avec cette personne. Plus tard, la même situation devra se reproduire, mais ajouter des conséquences de l'acte qu'on a posé aujourd'hui pour que l'équilibre puisse se rétablir. Parce que nous vivons dans une nature qui, comme on a dit au début, est soumise à des lois. Et une des lois, au-delà de la loi de la récurrence que nous voulons évoquer ce matin, une des lois qui nous gère aussi, c'est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que la nature recherche constamment de l'équilibre. S'il y a le jour, il y aura plus tard la nuit. La nature recherche de l'équilibre. Est-ce qu'on peut se passer de la loi de la récurrence? Parce que vous me faites penser à quelque chose que j'avais pris comme décision. En fait, je me suis j'observais la société quand j'étais au lycée et puis je me disais que je voulais pas vivre
comme tout le monde, se réveiller le matin, aller au travail, revenir le soir, dormir, repartir le lendemain et vivre comme ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je vis comme ça. C'est la même chose, même si c'est pas la fonction publique, mais c'est la même chose. Donc, en fait, il y a des lois qu'on ne peut pas violer, qu'on ne peut pas se passer. Ce n'est pas qu'on ne peut pas se passer de ça. Donc la loi de la récurrence sera toujours là. Il y aura toujours un moment de notre vie qu'on sera contraint de faire les mêmes mouvements jour après jour, puisque elle-même, la nature, fonctionne comme ça pour se régénérer. Oui. J'avais envie de demander, est-ce que ce n'est pas une manière de réguler aussi la vie, Oui. en quelque sorte? Est-ce que la loi de la récurrence ne fait pas au final partie de la vie? Le jour se lève, ensuite la nuit intervient, et ainsi de suite. Et ça recommence. Une fleur pousse, elle grandit, boum, boum, après elle meurt, et puis ses fruits, elle fait une autre fleur, et ça se répète en fait, tout se répète. Tout se répète. Oui. Est-ce qu'on peut sortir de cette répétition-là? Oui. Et Impossible. pourquoi? Non, c'est pas possible. Ok, C'est- d'accord. c'est pas possible. Oui, chacun- Soit on meurt. Chacun a le droit de son... Vous savez, vous êtes en train de dire des choses dont... C'est-à-dire, vous sentez la chose, mais vous n'avez pas conscience de ce que vous êtes en train de dire. En réalité, on va utiliser un terme, là, sur cette émission. Vous avez dit une chose, vous avez dit, c'est impossible, sinon là, on meurt. Dans le domaine de la sagesse, on dit que toute personne qui a envie de se transformer doit mourir, psychologiquement. Je répète, mourir psychologiquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ce sont les termes qu'il faut expliquer. Oui. Non, je comprends. Aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, on a des personnes qui... On ne veut rien laisser passer. Ça fait qu'on a une certaine forme de personne. Mourir psychologiquement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est détruire ces personnages qui sont à l'intérieur de nous parce que ce sont ces personnages qui maintiennent la mécanicité et, on va dire, les choses qu'on fait sans s'en rendre compte. Toute la vie de l'être humain est une chose qui est totalement mécanique. L'être humain ne s'en rend pas compte. Celui qui commence par éveiller sa conscience. La conscience, vous voyez, c'est comme une lumière de l'intérieur qui, quand elle s'allume, ça transforme cette personne en quelqu'un qui est illuminé de l'intérieur et qui voit tout, qui comprend. D'accord, monsieur Césac, je ne suis pas contre ce que vous dites. Par exemple, nous, on a une tradition ici, les vendredis. On se retrouve et puis on prend un petit pot. C'est devenu presque, comme vous dites, mécanique. Si on arrête ça, ça veut dire on tue nos défauts qui nous poussent à se retrouver le vendredi et prendre un petit pot. On va se retrouver le vendredi en train de faire une autre chose. De manière mécanique, par exemple, rester le vendredi à la maison avec les enfants et regarder la télé. Ça va devenir aussi mécanique. Non. Je n'ai pas fini de m'expliquer. En fait, Parce que, vous voyez, vous sentez la chose et vous cherchez des solutions. Mais seulement la solution que vous êtes en train de chercher... la solution va toujours nous emmener dans la récurrence. Ok, d'accord. Enfin, c'est ce que je pense. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez le droit à votre propre opinion. Et si vous voulez, je peux maintenant continuer à expliquer. D'accord. Vous pouvez être en train de faire la même chose tous les jours sans que cela ne soit de façon mécanique. On revient une nouvelle fois à quelque chose qu'on a toujours demandé à toute personne de faire, c'est de s'auto-observer, c'est de s'observer constamment pendant qu'elle est en train d'agir, de parler, de marcher, de faire son travail et de ne pas faire son travail en s'abandonnant à une habitude mécanique. Ne conduisez pas votre voiture de façon mécanique. Conduisez en étant présent. Ne permettez pas que vos pensées soient ailleurs. Si elles sont ailleurs, vous ferez la chose de façon mécanique. Et alors, tout ce qui va vous arriver, ça va être des gestes et des réflexes mécaniques que vous allez produire. Ça ne sera pas quelque chose de conscient. C'est pour ça qu'on dit que la transformation dont on a besoin, ce n'est pas une transformation qui est physique, mais c'est une transformation intérieure et psychologique. Parce que tous ces personnages que nous sommes en train... Vous voyez, même se marier. On se marie mécaniquement. Comment on se marie? Peut-être un jour, on est dans un lycée... Il y a une fille qui se trouve dans le lycée et puis tout le monde dit ou tout le monde cherche à être avec elle. Nous, parce qu'on est rempli par exemple de vanité et d'orgueil, on se dit, moi, il faut que j'aie cette personne, même si je ne l'aime pas. Il faut que je sois avec elle pour qu'on voit que je suis fort. Mais vous vous mettez avec elle. Et avec le temps, bon, un enfant arrive, vous n'avez pas le choix, finalement, vous mariez avec. De manière mécanique. Vous croyez que c'est vous qui vous êtes marié avec cette personne? Non, c'est pas vous. C'est ce personnage-là, vaniteux, qui est en vous, qui a voulu se marier pour qu'on dise qu'il a la plus belle femme. Mais demain, vous allez rencontrer encore une autre qui sera plus jolie.
Et vous allez commencer à vous demander est-ce que je l'aimais vraiment ou est-ce que je ne l'aimais pas. En fait, un défaut, un moi, vous a conduit dans une action mécanique et vous en êtes devenu tout simplement esclave. Est-ce que c'est pas tous ces moi-là qui constituent l'individu? Et l'individu est fait pour être quelque chose de divin et ne pas rester un animal comme un animal. Un animal ne peut pas se transformer, il n'a pas le choix. Il est né animal, il n'a pas reçu ce qui lui permet de choisir entre le bien et le mal. On appelle ça l'intellect. L'intellect est quelque chose qui a été donné à l'espèce humaine, et c'est l'espèce humaine qui est la dernière créature de Dieu, comme on dit. L'intellect lui a été donné pour être capable de choisir entre le bien et le mal. Et s'il sait choisir, alors il se transforme pour retrouver la nature, la même nature que son créateur, c'est-à-dire le divin. Alors l'être humain est la seule créature de Dieu qui a la possibilité de se transformer en quelque chose qui est à l'image de Dieu, même si en temps il l'a perdu. On dit qu'au début on était à l'image de Dieu, mais franchement on n'est plus à l'image de Dieu maintenant. Donc vous, votre théorie, c'est que en tant qu'individu, on peut se départir de la mécanique de nos vies. Parce que la mécanique de nos vies, elle est attachée à notre corps. Bien qu'on ne soit pas seulement corps. La mécanique de nos vies, elle est attachée à notre corps. Ce qui nous rend pareil que l'animal. Parce que quand on enlève la conscience, on agit de manière mécanique. Parce qu'on a le corps. Oui. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut se départir de la mécanique pour rester dans, je ne sais pas ce que vous... Dans la conscience. Dans la conscience. Mais est-ce que la conscience et la mécanique ne doivent pas à un moment collaborer pour faire la vie de tous les jours? Je peux vous assurer, monsieur Dafresh, que sans les défauts psychologiques, on vit bien. On vit bien. On prend les décisions qu'il faut au moment où il faut prendre. On ne réfléchit pas à ça avant. Vous venez pour faire votre travail, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça, de passer toute votre nuit à y penser. Non, on fait les choses parce qu'on doit les faire, parce que la conscience, elle connaît par elle-même, parce que la conscience est divine. Quand on manque de conscience, on est obligé de préparer les choses et de les accomplir de façon mécanique. La conscience, elle est plutôt prévoyante. Elle sait ce qui peut arriver. Alors, elle se prépare mentalement, elle se prépare intérieurement, émotionnellement. Bah, elle va se préparer tous les jours parce que la loi de la récurrence nous fait vivre tous les jours. Oui. Donc notre conscience va être récurrente sur certaines actions de notre vie au quotidien, que ce soit des actions pensées ou des actions pas pensées. Parce que notre conscience, vous prenez par exemple l'exemple de conduire. Oui, Notre conscience enregistre le mouvement de la conduite dans notre tête. oui. Et elle transforme ça en un mouvement mécanique parce que notre conscience sait qu'on va faire ça tous les jours. Oui. Puisqu'il y aura un jour, On emprunte les mêmes routes. il y aura une nuit. Il y aura un jour, il y aura une nuit. Oui. Étant conscient de nos vies et de cette loi de la récurrence, est-ce que ce n'est pas notre conscience qui enregistre certains mécanismes pour qu'on puisse agir de manière mécanique sans s'en rendre compte qu'en fait on agit de manière consciente? Non, ce que vous appelez la conscience. Parce que quand vous conduisez et Oui. que vous, à un moment, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a un problème avec le levier de vitesse, puisque consciemment, c'est normal que ça fonctionne. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, donc ma voiture a un problème. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne s'est pas rendu conscient de notre action qu'on applique de manière mécanique chaque jour? Vous voyez, là, quand le levier de vitesse se met à avoir un souci, vous avez une opportunité de vous rappeler à vous-même. Hein, de rentrer dans quelque chose de conscient et de faire attention quand vous êtes en train de manipuler cela. Oui. Ça vous oblige à agir de façon plus consciente. C'est comme un nouveau chauffeur. Il est obligé de conduire en utilisant le peu de conscience qu'il a. Sinon, il va créer des dégâts partout. Mais qu'est-ce qui se passe quand il commence à rentrer dans la mécanique, à s'habituer? Ben, c'est fini. Maintenant, il peut dormir au volant, il peut téléphoner au volant, il peut faire tout ce qu'il veut au volant parce qu'il agit maintenant de façon tout à fait mécanique. Mais cette mécanique ne fait qu'endormir cette conscience. Il faut maintenir la conscience active et éveillée. Et la conscience active et éveillée illumine l'être humain en commençant à réveiller à l'intérieur de lui des facultés. Ça transforme l'être humain en quelque chose de divin, monsieur Darfresh. Parce que la conscience a sa propre façon de fonctionner en utilisant des mécanismes. Ces mécanismes, on va dire, bon, si on dit mécanisme, ce n'est pas le mot qu'il faut, mais ça utilise plutôt des moyens de fonctionnement qui sont l'intuition, l'inspiration et l'imagination consciente. L'imagination consciente pense à quelque chose et voit la chose, même si la chose ne s'est pas encore déroulée. Il voit la chose comme un flash. Et alors, il sait ce qui va arriver, il a la bonne idée. Il sait choisir ce qu'il faut faire pour que ça soit juste.
Et quand il voit quelque chose, il comprend ce que ça veut dire. Alors, ainsi, la conscience n'est pas une chose qui a besoin de répéter pour connaître. Pourquoi est-ce que quand on va à l'école pour étudier dans un cahier une leçon, on est obligé de lire, de répéter, de fermer, de répéter, de fermer, de répéter, jusqu'à ce que un peu reste, parce que quelque temps après, on l'oublie. Je vais vous donner un exemple. Il y a un certain monsieur qu'on appelle Nikola Tesla. Nikola Tesla, pour tout dire, c'est un monsieur qui avait 60% de conscience éveillée. L'être humain aujourd'hui a à peu près 3% de conscience éveillée. Nikola Tesla, il avait déjà 79 ans, 80, mais il avait encore la capacité de réciter un livre qu'il avait étudié en allemand de plus de 100 pages. Il pouvait encore vous dire toutes les lignes de ce livre en allemand, alors que l'allemand, ce n'est pas sa langue maternelle. Comment le peut-il? Est-ce que c'est parce qu'il a une mémoire qui est forte? Ce n'est pas une question de mémoire, c'est une question de conscience. La conscience, quand à un moment donné, elle a besoin de savoir quelque chose, par le mécanisme de l'intuition, de l'imagination consciente et de l'inspiration, il sait ce qu'il a besoin de savoir. C'est pour ça que connaître une chose, c'est différent de savoir faire la chose. C'est différent. Connaître une chose, pouvoir être en communication avec tout ce qui existe, tout savoir, ce n'est pas parce qu'on a tout mis dans sa tête, mais c'est parce que quand on en a besoin, on sait se connecter à la réalité et à la vérité pour savoir ce qu'on a besoin de savoir. Alors ça, bien sûr, ce sont des facultés qui apparaissent lorsque l'être humain commence par détruire sa mécanicité. Et la mécanicité, malheureusement, est entretenue à l'intérieur de l'être humain par ses défauts. Les personnes qui ne nous ont jamais écoutés quand on parle de défauts, qu'ils y assimilent par exemple le mensonge, la peur, l'orgueil, la vanité et toutes ces choses. Ce sont des personnages qui sont en nous. C'est ceux dont on a besoin de commencer par être conscient. C'est des personnages qui sont là. À l'intérieur d'une prostituée, il y a une maison de passe. Une maison close, tout entière à l'intérieur d'elle. Et elle, tout le temps, elle rêve de ce qui va se passer aujourd'hui, de comment ça va se passer, de qui est-ce qui viendra, de qui est-ce qui ne viendra pas, de quelle sensation elle ressentira. Et de tout ça, c'est dans sa tête comme cela. Elle vit dans sa propre maison de passe avant d'être dans une maison de passe ici dans le monde physique. Un menteur, il a tout un groupe de menteurs à l'intérieur de lui qui sont capables de lui donner mécaniquement des idées de mensonges à tout moment. Et il vit toujours en projetant quelques mensonges, soit pour bien se faire voir, ou soit pour pouvoir échapper à une situation malheureuse qu'il a créée, et ainsi de suite. Et nous tous, nous sommes comme cela. Nous ne sommes pas en train de dire que nous autres, nous sommes des anges. Non, nous tous, nous sommes comme cela. Le travail que nous invitons tout le monde à faire au travers de notre association, c'est de se décider tous à faire ce travail. Alors on s'améliore. La vie devient intéressante. Parce que chacun s'observe, il découvre ses défauts. Il découvre ses erreurs. Et il essaye de les changer. Dans notre groupe, quand on travaille, quand une personne a remarqué que là, chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas, si un jour il peut nous le dire, il va nous le dire. Et nous, en bon travailleur, on va se dire, là, il faut que je regarde encore ce côté, que je nettoie ça. Et alors, avec le temps, la personne commence par s'améliorer. Les facultés naissent, mais ce ne sont pas les facultés que nous poursuivons au début, non. On cherche à s'améliorer pour être des personnes qui sont bonnes. Et avec le temps, comme on dit dans la Bible, recherchez le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par surcroît. Merci, monsieur César, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On rappelait qu'on parlait de la loi de la récurrence, c'est ça? Oui. Et puis, je pense qu'on va devoir revenir là-dessus parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu dire aujourd'hui. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est le début de l'année. On a toute l'année avec nous, monsieur César. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Et merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci beaucoup. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning.